L'humanité, il y a 2000 ans, le miracle grec, la pensée rationnelle, comprendre le monde. Et puis, il y a 400 ans, la Renaissance scientifique, Copernic, Newton, Galilée, etc. Et maintenant, nous avons la chance d'être vivants au moment où tout est bouleversé, dans deux disciplines qui sont d'une part les sciences de l'univers et d'autre part les sciences de l'homme, la biologie et l'astrophysique. Et la place de l'homme dans l'univers, c'est une des questions centrales que l'homme se pose depuis des millénaires. Qui sommes-nous? Allons-nous? Est-ce qu'il y en a d'autres? Etc. Et bien, nous sommes au moment d'un tournant où on commence à apprendre plein de choses sur l'univers. Alors ce tournant, c'est notamment grâce aux sondes qui nous envoient des images et qui nous permettent de voir le ciel comme on ne peut pas le voir d'ici, c'est ça? C'est plus confortable qu'à l'époque de Christophe Colomb. C'est-à-dire, au lieu de partir, et puis souvent on partait, on ne revenait pas, nous avons nos robots que nous envoyons à distance. Alors, dans le système solaire, la sonde Cassini, à bord de laquelle j'ai le bonheur d'être, tourne autour de Saturne et nous envoie plein d'informations. Et puis l'atmosphère nous protège de ces rayonnements gamma, X, ultraviolets et autres. Et bien, cette atmosphère qui nous protège, en même temps, nous empêche de voir. Nous sommes couverts d'un voile. Et bien, les astronomes ont retiré le voile, sont allés au-delà de l'atmosphère et admirent le spectacle merveilleux du ciel. Alors, ce sont les photos que vous publiez dans votre livre. Qu'est-ce qu'on apprend de ce ciel depuis quelques années? J'ai envie de dire tout. Depuis des millénaires, nous voyons avec nos yeux. Nous voyons qu'une petite partie de l'information. Depuis quelques dizaines d'années, on voit tous ces rayonnements. Imaginez que vous alliez au concert ce soir et que vous soyez tellement sourd que vous n'entendez qu'un instrument. Si c'est le triangle qui joue 3 fois dans la soirée, vous ennuyez, vous ne comprenez rien au morceau de musique. Et brutalement, vous n'êtes plus sourd et vous entendez les 150 instruments. Donc nous entendons la symphonie de l'univers dans tous les rayonnements. Et cet univers qui, à nos yeux, paraît éternel, stable, ne pas bouger, non changeant de nuit à l'autre. Il est très violent, eh bien, en fait. Il est changeant, il est bouillonnant, il est quelquefois calme, quelquefois violent. Ça se passe sans... Tout naît, tout vit, tout meurt, tout évolue. L'évolution n'est pas propre de l'homme. Les étoiles naissent, vivent et meurent. Les planètes naissent, vivent et meurent. L'univers lui-même est né un jour, vit et mourra un jour. Et donc nous voyons cette évolution, ce changement, et nous apprenons ce qui se passe. Les étoiles, par exemple, fabriquent les atomes qui font notre corps. Nous sommes tous les deux enfants des étoiles. Nos atomes ont été fabriqués un jour dans une étoile qui a explosé. Nous voyons une très belle histoire. Nous voyons des étoiles en direct, en train de naître. Alors c'est comme si on était dans la maternité. On voit les berceaux, on voit les petits bébés qui apparaissent. Il nous manque le son, areux, mais on les voit sous nos yeux. Et tous ces spectacles sont merveilleux. Et je convie tout le monde, d'une part, à apprendre des choses qu'on apprend, mais en même temps, celui qui dit « Oh, moi, la science, je suis un peu rebelle et autres », je crois que certaines photos valent bien certains tableaux abstraits. C'est la beauté du ciel. C'est vrai qu'elles sont magnifiques, on les découvre en même temps qu'on se parle. La question de la vie ailleurs, j'imagine que vous vous l'êtes posée, c'est quoi votre réponse? Ma réponse, si je suis honnête que j'espère être, c'est « Je ne sais pas ». Nous n'avons jamais vu de vie ailleurs, je ne sais pas. Mais l'humain que je suis se dit, ça serait avoir un nombril d'une taille démesurée que d'imaginer que nous sommes seuls au monde. Quand on imagine que dans notre galaxie, il y a quelques milliers de milliards d'étoiles, qu'il y a des milliers de milliards de galaxies telles que la nôtre. Donc il y a aujourd'hui des milliers de milliards d'étoiles comme les nôtres. Je ne parle pas de celles qui sont déjà mortes ou celles qui ne sont pas encore nées. Ce serait bien le diable qui est que autour de l'étoile Soleil que la vie soit développée. Probablement qu'elle pullule, la vie. Mais c'est très loin. Y aller, ça prend beaucoup de temps. Ceux qui partent ne sont pas ceux qui arriveront. Et passer un coup de téléphone, le temps d'avoir un échange téléphonique, c'est aussi très long. Alors avec ce développement des technologies dont vous parlez, on devrait avoir la réponse quand sur cette vie extraterrestre? Si la vie est proche de nous, s'il y en a assez près, nous le serons au XXIe siècle. Peut-être dans 6 mois. Au cours de ce siècle, quoi qu'il arrive. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 6 ans, peut-être dans 60 ans, je ne sais pas. Mais s'il y a une Terre qui nous ressemble, près de nous, si elle est très loin, il faudra plus de temps. Si elle est près de nous, on le saura rapidement. C'est un petit peu comme Christophe Colomb s'en va, il ne sait pas où est l'Amérique. Eh bien, va-t-il mettre 15 jours, 3 mois ou 3 ans pour l'atteindre? On ne sait pas a priori. De toute façon, au cours de ce siècle, ça veut dire que ça va être une révolution incroyable. Absolument. Parce que c'est l'idée de Dieu et de tout derrière. C'est tout ça qui va changer finalement. Vous savez, là, vous me faites penser à Napoléon à la place, où Napoléon recevait la place. Il dit, mais dans votre théorie de l'origine du système solaire, monsieur le marquis, je ne vois pas beaucoup Dieu. Et la place lui a répondu, sire, c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. Pour l'instant, nous avons besoin de cette hypothèse. Mais parlant de Dieu, là, vous m'intéressez, parce que quand je pense à tous ces gens sur Terre, au milieu des États-Unis, au Pakistan, ces fondamentalistes qui imaginent que la Terre a 6000 ans, qui mettent des bombes partout, je me dis après tout, est-ce qu'on pourrait pas, les gouvernements ne pourraient pas acheter de tels livres et leur distribuer gratuitement pour leur montrer que le ciel que nous voyons avec nos instruments, c'est pas ce ciel qu'ils imaginent, et peut-être on ferait un petit progrès, et peut-être ce serait un moyen peut-être efficace pour lutter contre la violence. En tout cas, une petite peut-être lentille faite différemment va vraiment changer des millénaires de certitude. C'est ça qui est quand même absolument incroyable. Il y a une accélération de l'histoire. Et la grande leçon de la science, je dirais, c'est le doute. Nous ne sommes pas pleins de vérité. Nous rendons compte que la science évolue, change sans arrêt. C'est ce qui fait sa beauté d'ailleurs. Il faut toujours douter. Quand on croit que quelque chose marche bien, il y a un petit fait qui vient le contredire. Eh bien, c'est Einstein qui dit Newton n'a pas tout à fait raison et ça progresse et c'est comme ça que nous progressons. Et nous en avons les conséquences dans notre vie de tous les jours. Et pour l'instant, je veux dire, quelle chance nous avons d'être vivants au moment où tout ça nous arrive, au moment où ce ciel se révèle à nous. Je dirais, nos ancêtres rêvaient de voir ces informations. Nous sommes là. Et quand je vois des gens un peu tristes, oh, l'époque est épouvantable et autres, moi je trouve que l'époque est merveilleuse. On n'a jamais été aussi heureux. Oui, mais à l'époque, au
au moins on rêvait du ciel tel qu'on l'imaginait. Maintenant, c'est on bien pourra pour plus ça rêver. que si vous me demandez pour qui je voterai aux prochaines élections municipales, je peux vous le dire, je voterai pour le maire qui supprimera l'éclairage public, parce qu'on verra enfin le ciel, élément de culture, et franchement, le ciel est beaucoup plus intéressant que votre portefeuille, et le voleur trouvera que c'est plus intéressant de le voir, et nous progressons. Quand je pense que toutes ces villes sont inondées de lumière, et on éclaire le ciel, ce qui perd d'énergie en plus, et qu'on ne le voit plus, je le regrette. Vous aviez une chance quand vous étiez tout petit, c'est que vous étiez dans l'Ardèche où il y avait peut-être moins de pollution lumineuse. Je suis quand même né à Paris. Hein, mais vous êtes né à Paris, mais vous êtes issu d'une famille modeste, on peut le dire, on va parler un peu de vous. Qu'est-ce qui pousse un enfant de famille modeste, comme ça, ardéchoise, à se dire j'ai envie de comprendre le ciel? J'ai 2 chances extraordinaires dans ma vie. Premièrement, j'ai des parents merveilleux. Et ça, c'est essentiel. Quand on a un enfant, je crois qu'il faut se consacrer complètement à eux. Et c'est mes parents qui m'ont appris le sens de l'humour, qui m'ont appris la modestie, qui se moquaient de moi si j'agissais mal et autres. Et j'avais une affection merveilleuse. Et ça, c'est un capital pour le reste de la vie qui est extraordinaire. Donc ça, première chance. Et deuxième chance, et ça, je recommande à tous les jeunes, quand vous êtes tenté par quelque chose, qu'il s'agit du sport, de la danse, de la science, n'importe quelle activité humaine, eh bien, il faut rencontrer les gens qu'il faut. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes merveilleuses. Évry Schatzman est l'un d'entre eux. Il a fondé l'astrophysique en France. Michel Hennon, un autre. Il a été mon directeur de thèse. Et ces 2 personnes m'ont l'un donné l'enthousiasme, l'autre m'a appris le métier. Et ils vous ont dit c'est possible, simplement, on peut aller décrocher les étoiles. Ils m'ont montré quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai jamais imaginé quand j'étais petit que j'en ferais un métier d'être chercheur. Pour moi, un chercheur, c'était Einstein, Galilée, Newton, c'était les très grands. Donc moi, petit vermisseau modeste, il était hors de question que je fasse cela. Puis je me suis rendu compte que c'était possible, que c'était merveilleux, parce que j'ai fait ces rencontres. Donc je dis aux jeunes, quand vous rencontrez quelqu'un de merveilleux, et ça existe, ne le manquez pas. La Terre est pleine d'homo tristus, vous passez. Il y a quelques homo rigolus merveilleux, ne les loupez pas quand vous les rencontrez. Et c'est ça ma chance. On en a un beau spécimen en tout cas avec nous. J'ai une toute dernière question. En observant le ciel aussi, de manière assez récente, on s'est aperçu qu'il était composé à 80% de ce qu'on appelle la matière noire, quelque chose dont on ne sait rien finalement. Ça veut dire que de toute façon, on ne sait toujours rien. Ce qui est merveilleux, c'est que ce que nous étudions, nous avons trouvé des milliards de choses en plus que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Ça ne représente que moins de 4% de tout ce qu'il y a dans l'univers. Il y a ce qu'on appelle la matière noire, qui ne doit pas être très mystérieuse, peut-être qu'elle est simplement froide et qu'on ne la voit pas, mais pour l'instant, nous ne la connaissons pas. Ce qu'on appelle l'énergie noire, qui est une forme d'énergie pour l'instant inconnue. Ce qui veut dire que nous, astronomes, qui avons fait quand même pas mal de progrès récemment, il nous reste encore plus de 96% de choses à trouver. Donc vous voyez, nous sommes dans un métier où on n'est pas prêt d'être au chômage. Ça laisse beaucoup de travail. Laissez-moi quelques millénaires, et si vous me réinvitez dans 3000 ans, je vous raconterai où nous en sommes. Et puis peut-être ceux que vous aurez, dont vous aurez développé les vocations, qui nous regardent et qui nous ont entendus. Je vois des jeunes qui sont contents. Voilà, vous avez compris, vous venez voir André Braic qui va vous aider à le faire. Merci Monsieur Braic. Je rappelle le titre de votre livre, donc co-signé avec Isabelle Grenier, Lumière d'étoiles chez Odile Jacob. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'après l'avoir lu, on ne regardera plus jamais le ciel étoilé par une belle nuit d'été de la même manière. Ça, c'est sûr. Merci.